Écoutez, oui, on est content de vous voir nombreux. Je ne peux pas quand même, avant de commencer, passer sous silence un message qui nous est arrivé ce matin des États-Unis. Eh oui, des États-Unis. Randy Aberger, Macon, Géorgie, États-Unis. Ah, j'ai oublié une chose, parce que je vois qu'il y a des têtes nouvelles, j'ai oublié de me présenter. Je suis progressif, pareil. Moi je dis ça parce que des fois tout le monde, oui, dans la salle il y a des têtes nouvelles. Après les gens demandent qui c'est et il vaut mieux situer les choses. Alors voici ce qu'il nous dit. Je vous remercie cordialement de m'avoir inclus sur la liste d'envoi de vos invitations. En effet, j'ai connu vos efforts lors d'une visite chez les amis à Tournefeuille il y a plus d'un an. Je salue aussi votre courage et votre sens d'organisation. Hélas, ici dans mon pays, les gros centres commerciaux ravagent tout. Environnement, économie, tissu social. Il ne faut pas que ce scénario se répète en France. Je m'inspire donc de vos efforts et je vous souhaite le plus grand courage dans votre lutte en faveur des valeurs sociales universelles. C'est beau, hein? C'est beau. Voilà, on va passer aux choses vives, c'est-à-dire aujourd'hui, quelles actions il faut mener avec détermination si on veut empêcher ce monstre. Aurélie me disait, si chacun qui est ici en amène 3 le 20 octobre, la chaîne humaine elle est gagnée. Parce que à Plaisance, si vous voyez le rond-point où c'est le rond-point qui mène au Leader Price, on a calculé, on a fait ça très sérieusement, il y a 250 mètres. Donc disons que suivant la taille, ça fait 1 mètre, on a même mesuré les bras et tout. Il faut au moins, voilà, une bonne chaîne humaine, il faut au moins 300 personnes. Il faut absolument marquer le coup, que ça frappe les esprits, parce que vous avez vu combien les choses se sont accélérées, puisque le permis de construire est délivré, et donc maintenant, disons qu'on a 3 grands axes d'opposition. L'axe judiciaire, l'axe de l'opinion, et puis aussi nous comptons sur l'axe, nous le disons franchement, du Conseil général. On attend un geste fort, le Conseil général a des routes qui lui appartiennent, donc elles nous appartiennent à nous. Ces routes n'ont pas à être bradées à une multinationale américaine pour faire un centre. Voilà. Laissez-nous respirer. Mais laissez-nous respirer. En clair, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille donc sur ce projet, qu'on a fait des propositions au niveau de la mairie. Donc il est au courant des nuisances qui sont provoquées par ce projet. Mais il n'en tient pas compte. Par voie de presse, c'est que M. Escouli, en tant que maire, donc, nous manifeste un mépris évident, en disant que dans un premier temps que ça allait nous coûter cher, dans la mesure où donc, nous allions prendre une voie juridique donc, pour attaquer le permis de conduire, qui voulait dire quelque part, vous n'aurez pas les moyens de nous suivre. Voilà grosso modo ce que ça veut dire. Donc c'est nous qui avons le droit en nous, c'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui avons l'argent, c'est nous qui avons la puissance, et c'est nous donc qui faisons les choses. Donc et là, nous on lui dit simplement qu'on n'est absolument pas d'accord avec ce type de positionnement. On a reçu à notre domicile un document qui explique le projet qui a été envoyé par l'organisme qui va monter le centre commercial. Et on a été un peu effaré par l'ampleur de la construction et comment ça va défigurer et modifier complètement la physionomie de cet endroit où on s'est installé depuis quelques mois seulement et qui nous plaît beaucoup. Ce qui se passe, donc, ces surfaces en tant que telles sont devenues des instruments financiers des instruments financiers qui drainent, en fait, qui captent, on pourrait dire, pour utiliser leur propre discours, qui captent en fait donc des chalands, voilà, comme ça, qui les formatent donc dans leurs attitudes, dans leur comportement, sur la manière d'acheter, sur ce qu'il faut acheter, surtout sur les besoins qu'ils doivent avoir. C'est la pensée unique, hein. C'est évident, on retrouve toujours les mêmes produits dans ces chaînes-là. Bon, il n'y a pas de diversité. Possession de biens, consommation, loisirs, on fait toujours cet amalgame-là. Effectivement, les enfants qui sont élevés là-dedans, sont complètement, ne réalisent plus, ne réagissent plus par rapport à ça. Et quand je me suis rendu compte de ça, effectivement, j'ai fait une grande marche arrière. Bon, vu que je ne suis pas non plus quelqu'un qui consomme beaucoup, je leur ai appris aussi à ne pas consommer. C'est très difficile parce qu'eux-mêmes côtoient d'autres enfants qui consomment beaucoup plus, donc parfois se posent des questions. Il suffit d'en parler, je pense qu'il leur suffit d'en parler. Beaucoup de gens me disent « mais tu ne passeras pas outre, acheter la dernière Nintendo, le dernier portable sorti, ainsi que… »
Je pense qu'il suffit de leur parler, leur faire, et surtout leur proposer autre chose. Je suis profondément moderniste, mais profondément humaniste aussi, de tous les liens sociaux qui existent entre nous. Et s'il va y avoir de la délinquance encore plus, de la consommation encore plus, pourquoi? Quand j'ai fait des études commerciales, donc il y a maintenant 40 ans de ça, dans les années 60, quoi, hein, dont notamment des études de marketing, le distributeur, justement, était devenu donc le pôle incontournable. Pourquoi? Parce qu'il ajoutait de la valeur à la production. Donc si on prend le producteur par rapport au consommateur, on disait que le distributeur, lui, il répartit dans le temps et l'espace pour que le consommateur puisse avoir donc son produit là où il le veut et quand il le veut. Le lien entre centre commercial et progrès peut peut-être venir du fait que les centres commerciaux ont commencé en 1970 à peu près en France. Et qu'ils amenaient une nouveauté à l'époque. C'est-à-dire une nouveauté, on ne connaissait pas une grande superficie, on pouvait acheter son steak haché, et puis son éponge, et puis son assiette, et puis voilà, des choses comme ça. Donc effectivement, ça c'était une nouveauté dans l'économie française, et je pense qu'on est resté là-dessus. Et donc, apparemment, le distributeur devenait incontournable. Et lui, il ajoute de la valeur, simplement en déplaçant ou en conformant donc les choses. Et c'est pour ça que je dis que là, il y a une grande illusion qui s'est faite dans le marketing, donc tout azimut. Voilà. D'ailleurs, on parle maintenant même du neuromarketing. Ça va très très loin, ça. Et d'ailleurs, ils le disent avec une impudence sans nom, ces grandes marques disent le repère du monde de demain et les marques. Et ils vous le disent. Et ils disent même, aujourd'hui, ils s'attaquent à la publicité à des enfants à partir d'un an, de 2 ans. Déjà, on essaye de les conditionner. Beaucoup de gens me disent « Oh, mais attends, je vois la publicité, j'y fais pas attention. » C'est ce que je dis à mes enfants, vous faites pas attention, ils connaissent mieux les publicités que leurs devoirs de maths. Des fois, bon, je leur dis « Mais attention, je veux dire, c'est une... » Bon, dès maintenant, 10-12 ans, ils prennent conscience, je leur dis « Attention, sois toujours critique par rapport à ce que tu regardes. » On défend le cadre de vie, mais on défend aussi une certaine idée de la société. Non, on peut très bien être moderne et aller faire son marché le dimanche matin. On peut très bien être moderne et ne pas être obligé d'aller faire les magasins le dimanche pour ses enfants. On peut prendre son vélo aussi, c'est être moderne aussi. On perd un petit peu la valeur de notre patrimoine environnemental qui peut-être a plus de bénéfices pour une commune que d'avoir un grand centre commercial. Peut-être que d'avoir des espaces verts, des forêts et des espaces sauvegardés, ça a plus de valeur que d'avoir des grands magasins et des milliers de voitures qui circulent et qui polluent l'espace. Je pense qu'il y a déjà eu des actions contre des centres commerciaux dans beaucoup de secteurs. Et on n'y est pas arrivé il y a 10 ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans. Bon, il y a 30 ans qu'ils sont arrivés, là, tout le monde disait c'est pas mal, c'était nouveau, ça, je l'ai connu, ça, cette période-là, les arrivées des hypermarchés, c'était bon, vu comme du modernisme. Alors il faut réfléchir, il faut se dire, est-ce que finalement, en suivant ces gens qui sont attachés à la protection de leur patrimoine, en fait, on ne joue pas contre l'intérêt général, qui est d'offrir aux consommateurs des prix moins élevés, une facilité pour couvrir l'éventail de tout ce qu'ils ont besoin au même endroit. Donc on peut se poser la question. C'est pour ça que les consommateurs en CDEC souvent votent pour ces projets-là, parce qu'ils considèrent que l'intérêt des consommateurs se trouve dans les grandes surfaces. C'est quand même un concept américain, hein, d'avoir des surfaces commerciales donc, périurbaines, c'est-à-dire en dehors du centre, où les gens se déplacent donc en voiture pour concentrer et centraliser donc en fait les achats des personnes. C'est l'esquisse du mall à l'américaine, c'est-à-dire de l'endroit où on peut venir passer la journée entière avec du cinéma, du théâtre, des jeux sur des plans d'eau, des balades en vélo. Donc il y a un côté ludique qui a été mis en avant par les promoteurs du centre, mais bien entendu pour faire venir les gens. On y va là-bas pour le loisir, entre amis, c'est ce qu'ils préconisent. Hein. C'est un lieu de vie où on peut se retrouver en famille, avec des amis. Ils oublient qu'une chose, c'est les achats d'impulsion. Et l'impulsion, c'est ce qui fait un peu vivre le commerce et les grandes surfaces. C'est pour ça qu'il y a la tentation, la séduction qui jouent. Tout est fait pour effectivement passer une journée à consommer. On voit là des phénomènes de ghetto, on va dire, à l'inverse, où on va rassembler là tout ce qui est sympa, tout ce qui est ludique, toute la consommation, les grandes marques, tout ce qui donne
un peu ce caractère de vie dans le luxe et la facilité, on va le concentrer dans des murs bien protégés. Et protégés par des vigiles. Hein. La plaisance de Dutouche sera vidée de son contenu, ne serait-ce qu'au niveau loisir. C'est la maison des associations monte sur le plateau. J'imagine bien que tous les citoyens vont devoir monter sur le plateau pour effectivement faire les activités culturelles. Enfin, j'imagine qu'il peut y avoir une maison de jeunesse de la culture, on peut tout imaginer, une maison de musique. Et puis des centres-villes où finalement le milieu se dégrade, les commerces étant fermés, il y a plus grande présence dans la journée. Les gens sont au travail, il y a des zones de non-droit qui se créent. Enfin, moi j'ai des images de centre-ville américains. Personne ne peut vouloir ça pour nous, hein. Ça c'est clair. La mairie de Plaisance et les communes de la Save-du-Touche, c'est-à-dire la Salvetat, les Vignac, eux tiennent un discours simpliste qui à la limite pourrait être entendu en disant bon voilà, nous on fait ça parce qu'on veut de l'argent pour nos communes, on veut de la taxe professionnelle. Oui mais si on fait comme ça, après tout, pourquoi ne pas prendre quelque chose qui rapporterait davantage? Bon, il manque un peu d'eau, mais on pourrait très bien mettre des centrales nucléaires. Je veux dire que c'est pas un raisonnement. On se rend compte qu'ils n'appréhendent même pas le danger. Ils n'appréhendent pas le danger. Je pense que leur objectif, c'est d'avoir de l'argent sur du court terme. Point. Et finalement, ils fonctionnent, aussi socialistes qu'ils soient, de la même façon qu'un libéral qui veut de l'argent à court terme. Alors, des fois, on se dit, ils sont peut-être effectivement coincés par une gestion sans finance. Et je pense que dans ces cas-là, il faut aller vers les citoyens, leur expliquer la situation, plutôt que d'imposer un centre aussi néfaste pour la ville même de Plaisance. C'est cette dotation de l'État qui pose problème. La dotation globale de fonctionnement, elle est revue à la baisse. L'État se désengage. Par exemple, sur la taxe professionnelle, l'État a dit tiens, on ne va plus prendre les salaires. Il dit ok. Et il a dit la part de salaire, je vais vous la compenser. Donc la commune gardera le même niveau de recettes. Il a fait ça la première année. Mais la deuxième année, il n'a pas augmenté. Troisième année, il va la baisser. Le résultat, c'est que ce qu'on espérait comme recette de taxe professionnelle et qui avait servi à bâtir des plans d'investissement et tout ça, ça se réduit. Je me suis rappelé, moi, l'époque où, dans ces supermarchés, il y avait toujours quelqu'un dans les rayons pour vous renseigner. Maintenant, il n'y a plus personne. Le paroxysme, c'est que si ça continue, et c'est dans les cartons des hypermarchés, il y a des émissions à la télévision, des bouquins qui en parlent, il n'y aura même plus personne, il n'y aura que des vigiles. Si on crée, mettons, 1000 emplois sur Porte de Gascogne, on va en perdre 3000 ailleurs. C'est à peu près le ratio que nous donnent les organisations d'artisans et de commerçants. Il faut bien se mettre dans la tête qu'un boulanger qui disparaît, c'est pas que le boulanger. C'est le libraire, c'est le marchand de tabac, c'est son garagiste, etc. En plus, tout le monde le sait maintenant, c'est pas la peine de faire de dessin, que les emplois sont des emplois partiels, mal payés, etc., etc. Ça, tout le monde commence à le comprendre. Cet argument de l'emploi est un argument fumeux qui ne tient pas la route. Il est clair pour nous que notre commerce est en danger. 3000 emplois perdus dans le secteur, je peux vous dire que ça fait mal. On va aller chercher tout le territoire, Colomiers, Tournefeuille, Plainpôt, Cugnot, Villeneuve. Ça fait mal. Alors, 4000 journaux ont été distribués à Plaisance. Ça a représenté pour certaines 12 heures de distribution. Il y en a même un qui m'a dit, il a parlé avec 60 personnes et il a trouvé dans les 60 personnes, simplement 2 qui ont dit on pourrait aller plus rapidement faire les courses. Les autres étaient tous contre. Le collectif dépose un recours contre le permis de construire au tribunal administratif. Le dossier est solide, nous le finalisons mercredi au cabinet Ettelin à Toulouse et nous avons bon espoir parce qu'il y a des choses gravissimes. Voilà, ce qui fait un total de 4 recours. Et ce serait bien le diable sur les 4 s'il n'y en avait pas un qui gagne. Et croyez-moi, le poids de l'opinion publique va être déterminant. Il va l'être pour ce que va dire le Conseil d'État, il va l'être aussi
parce que le Conseil général nous écoute de plus en plus et que le Conseil général a aussi les clés en main